I'm levitating, the Milky Way, we're renegading. I got you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can fly away with me tonight. You can fly away with me tonight. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à cet atelier Code avec moi avec Paul Brodeur où on va pouvoir découvrir les pièges de l'IA en vision numérique. Moi, je suis Martha et je vais animer l'atelier aujourd'hui avec Jean-J. Hey everyone, glad to see you all here. Welcome to one of our Code With Me AI workshops hosted by Technovation Montreal. This evening we have Paul Brodeur with us and we'll learn about AI traps in computer vision. Donc, comme d'habitude, on a quelques règles Zoom à respecter, vraiment rapides. Donc, si vous avez une question à poser, vous pouvez la dire dans le chat ou lever la main pour pouvoir la dire à voix haute. On vous invite à utiliser les réactions pour garder l'atelier interactif, même si c'est en ligne. Et s'il vous plaît, pendant la présentation, par contre, gardez votre micro fermé pour ne pas obstruer la présentation. Et on vous invite aussi à ouvrir votre caméra, mais sachez que l'atelier est enregistré, donc on vous invite à le faire quand même. So a couple of Zoom rules before getting started. If you ever have a question during the workshop, feel free to put in the chat, or you could even raise your hand and you could ask your question out loud. Please stay muted for the entirety of the workshop unless you are asking a question after raising your hand. You are free to turn on your video, but please keep in mind that this workshop will be recorded so that you could watch it afterwards. And yeah, you could also use reactions and any other Zoom features available to you. Donc, un petit mot avant. Donc, Code avec moi, c'est une initiative Technovation Montréal. Donc, Technovation Montréal, dans le fond, c'est un organisme à but non lucratif qui offre à chaque année un programme qui permet aux jeunes filles de 8 à 18 ans de créer une application et une entreprise autour qui a pour but de résoudre un problème dans leur communauté. Et dans le fond, c'est une compétition mondiale. Et donc, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur le programme et pour en savoir plus sur nos autres programmes, comme par exemple Gameable, qui est un nouveau programme qu'on a ouvert qui permet de créer un jeu vidéo en quelques semaines. So Code With Me AI is a program offered by Technovation Montreal, which is an organization that promotes and supports young women as they explore entrepreneurship, technology, and AI. Throughout the year, we run multiple programs like the main Technovation program, Code With Me AI, and Gameable that focuses more on video games. At our core, we're an app development and AI project competition where mentors from around Montreal and other areas of the world come in and help out our young participants create projects. Donc, le programme Code avec moi n'aurait pas été possible, bien sûr, sans nos partenaires. Donc, on voudrait dire un grand merci à nos partenaires Google, le gouvernement du Québec et Scale AI qui nous permettent de vous offrir ces ateliers gratuitement. So we would like to thank our partners. Et maintenant, juste avant de commencer l'atelier, on aurait une question pour vous, Paul. Donc, pouvez-vous nous décrire votre parcours? Comment est-ce que vous êtes arrivé là où vous êtes maintenant? Et voilà. Bonjour, oui. Alors, mon parcours, au départ, j'ai étudié en physique. Puis après ça, j'avais envie d'étudier après ça dans quelque chose de plus appliqué. Alors, la physique me donnait une bonne base. Et j'ai étudié après ça en géophysique. Et j'ai fait une maîtrise en géophysique et un doctorat en génie biomédical. Puis dans les deux cas, c'était du traitement, j'ai fait beaucoup de traitements d'images. Puis je suis tombée vraiment en amour avec cette spécialité-là, le traitement d'images. J'ai toujours continué à faire ça, mais pour différentes applications, que ce soit de la robotique, du génie biomédical, et maintenant, c'est pour du vidéosurveillance, alors dans un monde très appliqué toujours. Génial, c'est vraiment intéressant. Et donc, on va commencer l'atelier. Parfait. Alors, vous pouvez partager votre écran. Ah oui, c'est vrai, j'oublie, il faut que je partage mon écran.
Est-ce que vous voyez mon écran en ce moment? Oui. Parfait. Alors, mon atelier s'intitule « Les pièges du AI dans la vision numérique ». Mais on ne parlera pas juste de choses négatives et des pièges, et on va aussi parler de toutes les choses géniales qu'on peut faire avec le AI. Alors, vraiment spécifique, par contre, à la vision numérique, c'est mon monde à moi. Alors, plus particulièrement, je travaille dans une compagnie qui s'appelle Genetec, mais dans une section dans une division qui s'appelle Autovue. Alors, c'est vraiment de la vision numérique pour centrer sur la détection de caractéristiques de véhicules. Alors, je vais d'abord commencer, faire juste un petit résumé des différents concepts importants en apprentissage machine, en machine learning, en vision. Alors, dans notre monde à nous, les tâches qu'il y a à faire, on fait de la classification. On fait de la classification et de la localisation. Alors, ce n'est pas tout savoir, oui, il y a un chat dans l'image, mais où est-ce qu'il est? On peut détecter plusieurs objets, pas un seul type d'objet. Et on peut faire ce qu'on appelle la segmentation, c'est-à-dire être capable de voir vraiment les frontières de chaque objet. Alors, il y a différents types d'applications. Puis, évidemment, chez Autovue, puis chez Genetec, on veut détecter des véhicules, des objets qui sont sur la route, puis on veut les classifier et on veut aussi les traquer. Alors, ces différentes tâches-là peuvent être de tâches simples à très compliquées. Alors, classifier, une fois que je sais où sont les caractères, juste classifier un seul caractère, c'est une tâche simple, c'est de la classification. Après ça, dans une image, détecter et classifier des objets, la complexité augmente. Et si, par contre, je veux faire ça sur chaque frame, je suis dans le monde du vidéo, 30 frames secondes, si je veux faire ça sur chaque frame, puis détecter plusieurs caractéristiques des véhicules, puis être capable aussi de savoir que tel véhicule se trouve à tel autre endroit le frame suivant, c'est vraiment plus difficile aussi. Alors, ce sont toutes des analytiques, on appelle ça des analytiques, des métadata qu'on peut retirer, extraire des images, de l'analyse des images. Alors, lire la plaque, des informations sur la plaque, où sont les objets, où sont les véhicules, quelle couleur ils ont, quel type, avec des catégories assez fines, l'orientation des véhicules, le manufacturier, etc. Alors, quelques principes du machine learning, on va y aller vite, là, on n'ira pas trop dans les détails, mais en gros, c'est sûr que tout le monde parle d'intelligence artificielle. Nous, on est quelque chose de plus circonscrit, on appelle ça le machine learning. Donc, vraiment, ça se programme, parce que je pense que l'intelligence artificielle, c'est un vaste programme, on n'est pas rendu là. Concrètement, ce qu'on fait, c'est de l'apprentissage machine. Puis dans l'apprentissage machine, les réseaux neuronaux, c'est un domaine particulier de l'apprentissage machine. Dans l'apprentissage machine, il y a plusieurs catégories de technologies non supervisées. Alors, non supervisées, on cherche des anomalies, on regroupe des éléments qui appartiennent à la même famille. Parce que dans la supervision, on fait de la classification et de la régression, mais la principale différence entre les deux, c'est que dans le cas des méthodes supervisées, puis c'est de ça que je vais parler le reste de la présentation, dans le cas des méthodes supervisées, on a besoin de connaître la vérité. On doit avoir un label, une étiquette qui dit ça c'est un V, c'est une moto, ça c'est un sédan, il est écrit ABC 1, 2, 3 sur la plaque. On connaît, un humain a validé ce qu'on appelle le ground truth, la vérité. Et le reinforcement learning, ChatGPT, les bots et tout ça, c'est du reinforcement learning. Alors, comme je disais tantôt, ça requiert des labels. Alors, le deep learning, les réseaux neuronaux, ça existe depuis très longtemps, mais ça fait seulement 20 ans là, que je dirais qu'on peut l'appliquer vraiment dans l'industrie pour 3 raisons en particulier. Il y a eu des découvertes algorithmiques, on a des chercheurs, entre autres, on a la chance à Montréal d'avoir Joshua Bengio, qui est un chercheur émérite dans le monde, et d'autres chercheurs comme ça qui ont fait des découvertes algorithmiques qui ont fait que ça devenait plus applicable, ce qui n'était pas le cas avant. Les calculs étaient trop complexes, c'était très difficile d'appliquer ça concrètement, rapidement.
Et on a plus de données avec les réseaux sociaux, nos téléphones cellulaires, on a plus d'images, le cloud, etc., plus de données. Et on a aussi des chips qui sont des accélérateurs qui sont vraiment très bons pour ce genre de calcul-là, qui nous permettent de faire beaucoup de calculs dans un temps normal pour un humain. Là. On veut pas en lancer un entraînement qui dure 22 jours. Donc, ce qu'il faut retenir d'abord, puis ça, c'est la base de la base, c'est qu'un réseau neuronal, ça apprend avec des exemples. Alors, on appelle ça Deep Neural Network, deep, parce que ce sont des couches, une après l'autre, et plus la tâche est complexe, plus on va avoir de couches comme ça. Fait qu'on peut avoir un petit réseau avec quelques couches, un très gros réseau avec plus de couches. Chaque couche est constituée de plusieurs nœuds. Puis, concrètement, chacune de ces couches-là, ça revient à une sorte de fonction, une sorte de calcul qu'on fait. Alors, c'est comme des blocs Lego. Il n'y a pas une infinité de types de fonctions. C'est une certaine famille, une quantité définie, déterminée de fonctions possibles, mais on peut faire des architectures assez complexes avec ça, juste en jouant avec nos blocs Lego, plus de couches, moins de couches, avec chacune des sortes, puis quelques settings, puis on peut avoir différentes architectures. Ça, cette architecture-là, on appelle ça le modèle. Plus on a un problème compliqué, rappelez-vous, on a une classification d'un caractère par rapport à traquer un véhicule dans du vidéo quand il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de véhicules. Plus le problème est complexe, plus ça va prendre de couches. Plus ça prend de couches, plus ça va être long à entraîner, plus ça va être long à exécuter. Alors, il y a des architectures disponibles qui sont des architectures très reconnues, disponibles dans tous les outils que vous pouvez utiliser. Donc, ça, c'en est un. Le net pour les classifieurs est très bon, pour des classifieurs assez simples, avec plusieurs classes, mais pas non plus un très grand nombre de classes. Alors, en général, les premières couches, elles s'occupent de trouver des features, puis les dernières couches, elles font la classification comme telle. Alors, quand le problème est plus complexe, on a besoin, je disais, d'un réseau avec plus de couches, plus profond donc. Et GoogleNet, c'est un classique aussi, avec beaucoup plus de couches. Alors, vous voyez que là, ça requiert beaucoup plus, l'extracteur de features a beaucoup plus de travail à faire pour être capable de trouver des features pour toutes les sortes d'objets qui sont différents dans le réseau, dans le set d'entraînement. Alors, ça, c'est un exemple. C'est un classifieur qu'on a chez nous. C'est un de nos classifieurs. Puis là, je vous montre juste une partie des couches. Alors, bon, ça, c'est notre modèle. Et chacune de ces couches-là, quand je vous ai parlé de nœuds tantôt, ça, il y a comme un bouton, je dirais, un gradateur pour chacun. On appelle ça les poids. Alors, c'est un petit peu de ça, un petit peu plus de ça, un peu moins de ça. Donc, chacun des poids, c'est un float, c'est une valeur. Un float ou un integer, c'est une valeur. On dit, donc, c'est juste un coefficient. C'est comme la quantité d'ingrédients dans une recette. Hein? Puis ça, c'est pour chacun des nœuds, puis donc chacune des couches. Alors, à la fin, là, on se ramasse à être obligé de déterminer la valeur de dizaines de milliers, de centaines de milliers, de millions, centaines de millions, dépendamment du nombre de couches, de nœuds. On peut se ramasser à avoir évalué des centaines de millions de valeurs de nœuds, de poids. Donc, ça nous prend des données et le modèle lui-même, on peut le développer soi-même. Ça, c'est du travail pour les pros. Là. On commence par, d'habitude, on commence par des modèles déjà existants. Puis après ça, on le laisse entraîner pour que le réseau neuronal apprenne les bons poids pour ce modèle-là. Alors, on n'a pas besoin d'écrire le code maintenant. On a des très bonnes librairies, des bons frameworks pour appliquer ça, pour en faire des entraînements. Puis on a aussi beaucoup de sources, de datasets
disponibles dans le cloud gratuitement, facilement sur l'open source, déjà annotés. Et on a différents modèles. Alors, dépendamment de la tâche, ils vont expliquer un petit peu bon, ben, tel modèle est meilleur pour tel type de tâche. Puis on est prêt à expérimenter avec ça. Alors, je vais vous montrer des résultats cool qu'on a obtenus, nous, avec le Computer Vision. Il faut dire, avant ça, il y avait d'autres méthodes. Ça fait longtemps que nous, on fait de la vision ici. Il existe plein de logiciels. On fait des algorithmes complexes en traitement d'image qui ne sont pas toujours des réseaux neuronaux. Alors, ici, par exemple, je vais vous montrer des plaques qui étaient difficiles à lire et qu'avec les réseaux neuronaux, on a pu améliorer nos algorithmes classiques pour être capable de les lire. Puis en bas, c'était des cas before, after, avec un peu plus de DNN. Puis tout d'un coup, il y a certaines plaques qui étaient très difficiles à lire parce qu'elles étaient sales, il y a de l'ombre, il n'y a pas de contraste tellement entre les caractères et le fond. Puis on arrivait à mieux les lire. Un autre résultat cool. Nous, ce qu'on traite, c'est l'image, par exemple, pour notre state name, c'est une image infrarouge, IR. Alors, c'est en noir et blanc. Puis des fois, on perd des caractéristiques de la plaque. Puis par exemple, pour la Californie, le California est invisible dans l'image IR. Le réseau neuronal a été capable de classifier même les plaques de Californie. Il finit par apprendre des features par lui-même. Il finit par voir que les plaques de Californie, les caractères sont un peu plus proches du bord en bas que du haut. La fonte est spéciale, les 4 sont spéciaux, puis il finit par reconnaître que c'est des plaques de Californie. Parler des défis en vision numérique. Premier défi, là, c'est savoir pourquoi ça marche, puis pourquoi ça ne marche pas. Alors, à gauche, on avait un cas, on avait une plaque assez, pas beaucoup de contraste et tout, puis des fois, on peut se demander, waouh, c'est bien bon, comment ça se fait que c'est capable de lire ça? Puis d'autres fois, il y a des choses assez simples. Puis comment ça se fait qu'il n'a pas lu de la plaque, puis il a plutôt lu comme il y avait un autocollant sur l'auto. C'est un petit peu... Tantôt, je disais qu'on avait des algorithmes en vision qui existent depuis longtemps, puis on est des experts aussi là-dedans, qui extraient des edges, des gradients, qui cherchent des cercles, des coins, puis on était des pros à écrire plusieurs algorithmes comme ça, avec beaucoup ce qu'on appelle des heuristiques, puis des règles. Si un cercle à tel endroit avec tel type de contraste, etc. Puis on écrivait du code puis c'était du code de spécialiste parce qu'on finissait par connaître le domaine dans lequel on travaillait, puis par écrire ce genre de règles-là. Maintenant, ça a changé avec les réseaux neuronaux. Alors, on a un réseau qui apprend, puis on lui fournit en entrée un véhicule, puis on lui fournit à la sortie, il nous fournit une classification à la sortie, puis nous, on n'a pas... Quand on utilise ça, on ne lui écrit plus c'est quoi les caractéristiques d'un véhicule. Ce n'est pas moi qui écris. Avant ça, j'aurais extrait des edges, des cercles. J'aurais dit, le véhicule, il faut qu'il y ait des cercles, parce qu'il y a des roues, puis il faut aussi qu'il y ait plusieurs edges, puis des angles droits, puis tel genre de contraste, puis tel aspect, le ratio largeur-hauteur, ceci. Puis j'aurais écrit plein de règles comme ça. Fait que là, c'est autre chose maintenant. Par contre, il y a des pièges qui viennent avec tout ça. Alors, je vais vous parler des pièges. Le premier, je pourrais même dire avant des biais, la boîte noire. Tantôt, j'ai dit, on ne sait pas tout à fait pourquoi ça marche pas. C'est un peu une boîte noire, un réseau neuronal. Alors, le biais, qu'est-ce que ça veut dire un biais? Un biais, c'est un manque d'objectivité, c'est avoir un préjugé. Alors, le premier biais qu'on vit, tout le monde le vit, dans tous les domaines, c'est ce qu'on appelle le biais de disponibilité. Je développe un réseau, je commence chez Genetec, puis je veux un réseau qui classifie les types de véhicules. Mais la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai mis une caméra dans notre stationnement. Puis, il y a beaucoup plus de plaques du Québec. Alors, c'est sûr que je suis pas mal meilleure avec les plaques du Québec qu'avec les plaques des autres provinces puis des autres États. Donc, ça, c'est le premier biais. Puis,
Ici, il y a toutes sortes dans tous les domaines. On peut penser à des biais. Vous êtes dans c'est des biais de disponibilité. Vous êtes une équipe universitaire dans un hôpital, puis vous voulez faire une recherche sur un médicament, un traitement. Bien, vous allez commencer par chercher des données dans votre hôpital, autour de vous. Bien, ça, est-ce que ça va être aussi bon dans un milieu rural, dans des petites villes? On ne sait pas. Donc, aussi, je ne sais pas si dans votre milieu scolaire, vous voulez développer, vous voulez être super bon dans vos équipes sportives, puis vous dites, je vais essayer de trouver des métriques qui vont m'aider à savoir quelle personne dans quelle équipe elle devrait aller. Bien, je vais commencer par ramasser des données dans mon école. Puis, bien là aussi, vous introduisez des biais. Peut-être que vous êtes dans une école où les gens sont plus grands parce que, je ne sais pas, il y a beaucoup de Scandinaves dans cette école-là, puis ils sont grands. Ça peut être parce que c'est une école avec du sport-études, donc plus de sportifs. Il y a plein de choses qui peuvent faire varier vos features, tout ça. Je vais vous donner un autre exemple de biais. On appelle ça le biais de confirmation. Alors, on va jouer un petit peu. Ici, j'ai un conseil d'administration, puis je veux chercher un nouvel administrateur. Puis j'ai 2 très bons candidats. J'ai reçu plein de CV, j'ai trié, puis à la fin, j'ai un bon candidat. Puis je veux prendre une bonne décision. Moi, je vais développer un réseau neuronal pour ça, comme ça, je vais être objectif, puis personne ne va pouvoir m'accuser d'être sexiste, raciste ou d'avoir un biais pour la religion. Je vais être complètement objectif. Là. Je dis ça, là, mais d'après vous, Geneviève ou Marsara, est-ce que vous pensez que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir de la facilité à avoir un réseau qui va être impartial? Non, c'est difficile d'être complètement impartial. Il y a toujours comme des biais comme within yourself. And yeah, you could try to work. Mais est-ce que faire un réseau qui va être impartial? Alors, vous voulez vraiment faire, c'est pour ça que vous voulez faire un réseau, hein, parce qu'on dit on a nos biais. Moi, je suis une Québécoise de souche et tout, alors peut-être que j'ai mes propres biais, puis c'est vrai pour tout le monde. Alors, comment je vais faire? Bien, je dis, OK, faut que je ramasse des données. Je vais ramasser des données, puis je dis, OK, je vais aller voir des gens qui sont déjà des administrateurs dans les conseils d'administration, puis je vais leur poser plein de questions, puis je vais faire des sondages, puis ils vont les remplir. Puis après ça, avec tout ça, on va entraîner un DNN, puis ça va nous donner après ça un réseau qui, quand on va poser les mêmes questions à nos candidats, bien, ça va nous dire s'ils sont bons ou pas bons, lequel va être meilleur. Les 2 sont probablement très bons, mais lequel sera meilleur? Mais là, je vous montre ici l'exemple. Ça, c'est un vrai, j'ai regardé sur Google, j'ai dit conseil d'administration. Ça, c'est un vrai conseil d'administration. Je ne me souviens pas le nom de la compagnie. Alors, ça me semble assez uniforme. Alors, si je demande à ces messieurs-là de remplir mon questionnaire, bien, c'est sûr que ça, c'est un biais de confirmation. Parce que là, j'ai supposé, moi, là, que si quelqu'un est déjà dans un conseil d'administration, c'est parce qu'il est bon, il a les qualités pour. Donc, quelqu'un qui est un bon administrateur, c'est quelqu'un comme ça. Mais ça, ce n'est pas nécessairement vrai. Quelqu'un peut peut-être être un bon administrateur qui ne peut pas ressembler à ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? Mettons que j'ai amélioré ça. Là. Comment, d'après vous, je pourrais faire pour éviter ça, d'avoir ce biais de confirmation, là, même avec mes données? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer nos données pour ça? Si vous avez une opinion là-dessus, Marsara ou Geneviève? Probablement augmenter la diversité des données d'entraînement. C'est exactement ça. Hein? Alors, ben, je pourrais aller voir ailleurs. Hein, excusez-moi, je vais trop vite. Oui, je pourrais aller voir ailleurs. Pourquoi est-ce que je vais me restreindre seulement
au conseil d'administration? Peut-être des organismes communautaires, des écoles. Une directrice d'une école là, puis, ou d'un organisme communautaire, c'est quelqu'un qui est capable de gérer, puis qui est bonne avec les gens, hein, puis ce serait peut-être des très bonnes qualités aussi. Un autre biais, c'est ce qu'on appelle le biais de stabilité. Ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière standard quand on travaille avec beaucoup de données. Il y a toujours des erreurs dans nos données, c'est toujours possible. La première chose qu'on fait, on enlève ce qu'on appelle les outliers. Hein, fait qu'on a des moyennes, des tendances, on le voit, on affiche, là, puis on les voit tout de suite, puis on se dit, ouais, bon, ben ça, ce point-là, il est bien éloigné, je l'enlève, celui-là aussi. Sauf que c'est possible que dans certains cas, c'était des bonnes données. Là, quand on a fait ça, on a supposé qu'une donnée qui était vraiment différente des autres n'était pas bonne. C'est souvent la vérité, mais peut-être pas. Alors, peut-être qu'en faisant ça, j'ai jeté à la poubelle l'information pertinente. Peut-être que, je ne sais pas, si je travaille sur un médicament, puis qu'il y a eu des effets, que j'ai analysé les effets secondaires, la majorité du temps, c'est tel effet secondaire, mais peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont comme une réaction allergique, puis c'est vraiment un autre effet secondaire qu'on a. Hein, si l'effet secondaire le plus commun, c'est d'être endormi, c'est une chose, mais peut-être que pour une certaine personne, ça fait le contraire ou l'inverse. Il y a toujours une possibilité de jeter de la bonne information quand on fait ça. Un autre challenge qu'on a, un autre défi en machine learning, c'est d'être capable de séparer bien nos classes. Ça, c'est un bon exemple qu'on vit, nous. Quand notre caméra de surveillance regarde le devant des véhicules, des fois, c'est difficile. Le devant des véhicules, il y a moins visuellement, il y a moins de caractéristiques visibles qui nous permettent de bien séparer certaines classes. Là, des fois, on regarde le devant d'un véhicule, puis on dit, les cars au pick-up, pas évident. Un autre challenge qu'on a, c'est que on a dit on a besoin de données, on prend des données gratuites, déjà annotées, mais peut-être que nos données ne ressemblent pas aux données de nos systèmes à nous. Par exemple, nous, on a des caméras de surveillance, j'ai dit tantôt ailleurs, c'était en noir et blanc. Alors, si je tape camion bleu, j'ai un beau camion bleu dans Google, mais regardez à droite, là, j'ai comme un camion bleu, j'ai juste une partie du camion bleu. Puis c'est une vraie image de chez nous, là, qu'on a eu dans nos systèmes. Alors, c'est sûr que si j'ai entraîné seulement avec des images comme ça, comme l'image à gauche du beau camion bleu, je ne vais pas être bonne à trouver les camions bleus. Là. Même chose pour les plaques. Si j'ai entraîné juste avec des photos couleurs dans Google de plaques de Virginia, la plaque de Virginia ailleurs ne ressemble pas tout à fait à ça. Puis, dans le monde de la vidéosurveillance, pour la détection de personnes, c'est la même chose. Hein. On entraîne beaucoup avec, à cause du respect de la vie privée et tout. C'est plus difficile même encore avec d'avoir des photos, des images annotées avec des personnes. Donc, on va avec des photos publiques, des acteurs, des films. Mais là, la personne dans le film est bien visible devant la caméra, bien éclairée, l'image est claire. Des fois, c'est loin d'une caméra de surveillance. Tantôt, j'ai aussi parlé de la boîte noire, hein, puis on essaie de comprendre. Puis, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dedans, qui font de la recherche là-dedans, puis il y a des choses qui se publient, puis ils regardent, ils essayent de comprendre, puis de chercher des outils, de développer des outils pour être capable d'analyser, puis essayer de comprendre comment expliquer un réseau. Parce que c'était pas mal de boîtes noires avant, là, quand je faisais mon code, puis que je pouvais dire je n'ai pas réussi à détecter le véhicule, je pouvais passer à travers dans le code, puis prendre mon image, puis regarder toutes les étapes. Puis je dis, OK, le contraste est trop faible à ce moment-là, puis mon tel seuil est trop sévère. Le réseau neuronal, c'est pas mal plus difficile de comprendre pourquoi cette image-là a mal fonctionné. Mais ils développent des outils vraiment intéressants, puis ils peuvent voir des choses intéressantes comme, là, c'est un classifieur où ils regardaient pour les couches, à quoi les couches, pour tout un grand ensemble d'images, à quoi les couches ont répondu. Puis là, ils se rendaient compte que, par exemple, il y avait des photos avec des poissons ou des dauphins, des mammifères marins, puis
le classifieur d'airplane, d'avion, il répondait super bien parce que, ben, il y a un avion, les photos d'avion, c'est souvent un objet lancé horizontal, étiré, dans un fond un peu bleu. Alors, il y a des façons comme ça, des fois aussi, de visualiser un petit peu plus comment, ce qui active notre réseau, à quoi il réagit. Nous, on utilise des outils comme ça. Par exemple, on regardait, on essayait dans notre classifieur StateName, hein, quand on le développait, on regardait pour ces plaques-là, ça, c'était des vrais cas. Qu'est-ce qui était actif là, dans certaines couches du réseau. Puis on réalisait, ah mon Dieu, sur la plaque d'Oregon, il y a un sticker, un autocollant, puis il est en train de focusser sur l'autocollant, mais ce n'est pas ça là, qui caractérise une plaque d'Oregon. C'est un collant par-dessus une plaque. Ça pourrait être par-dessus une plaque de n'importe quel État. De la même façon que la plaque dessous, là, où c'est écrit River, il y a 2 vis, puis il est en train de focusser sur les vis, on dirait. Ça, on se rend compte que mon réseau n'est pas en train d'apprendre la bonne chose. Tandis qu'à droite, bien là, il apprend les bonnes choses. Il est sur les caractères, puis il va comprendre l'espacement entre mes 2 blocs de caractères. Puis là, donc, il va apprendre la fonte. Donc, probablement qu'à droite, ça va mieux. Bon, ça m'aide à voir si je vais dans la bonne direction ou pas quand je développe mon réseau. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a moyen quand même de travailler malgré tous ces problèmes-là. Alors, la première chose qu'on fait, bien, on a parlé de diversité de nos données hein, tantôt. C'est encore vrai. Puis, il faut nous donner on se garde toujours un bon set, un bon ensemble qu'on appelle de validation. Alors, on entraîne avec un ensemble de données, puis on s'en garde pour valider. Puis, idéalement, les images qu'on garde les images, les données, hein, on n'est pas toujours en traitement d'images, les données qu'on garde pour valider, bien, il ne faut pas qu'elles soient exactement pareilles que si elles peuvent venir d'une autre source, d'une autre caméra, c'est encore mieux. Comme ça, on est sûr que on appelle ça généraliser. Mon réseau, il généralise bien. Il est capable, il a appris une source, il a appris avec certaines données. Puis si je donne des données un petit peu différentes, il est encore capable de performer. Il faut choisir aussi, ça c'est une autre chose importante. Bon, des fois, si vous prenez votre défi aujourd'hui, vous n'allez pas... quelqu'un d'autre va avoir choisi les classes probablement pour vous, mais si vous commencez à jouer un peu plus avec ça, à un moment donné, vous allez peut-être développer vos propres classes. Hein. Vous allez vouloir, je ne sais pas moi, reconnaître, vous avez différents animaux de compagnie à la maison, puis vous êtes capable de les reconnaître. C'est vous qui définissez vos classes. Parfait. Mais là, il faut que vous les définissiez bien, il faut qu'elles soient séparables. On en a parlé tantôt, là. Donc, il faut que ce soit séparable, puis il faut que ce soit possible de les annoter, qu'un humain puisse les regarder et dire toujours la même réponse en regardant l'image. Une autre chose qui est très, très, très importante, c'est d'avoir, c'est des bonnes données, puis le plus de données possible. Et ici, je vais essayer d'être clair, c'est un petit peu compliqué ici. Alors, on appelle ça faire de la modélisation. Hein. Tout ce qu'on fait là, avec les réseaux neuronaux et en sciences, on essaie de trouver des modèles mathématiques. Alors, par exemple, j'ai fait un jeu ici. J'ai dessiné un sinus. Fait que si je connais la fonction, là, je sais c'est quoi la réponse, c'est ma fonction. Je suis capable de la tracer à droite dans le rectangle bleu, hein, la courbe noire. Donc, ça, c'est ma réponse. Je connais ma réponse. Maintenant, je prends des points, 20 points sur cette courbe-là, puis je vais même ajouter un petit peu de bruit. Parfait. Je prends mes 20 points. Là, c'est mes données. Là, je vais tester mon affaire. Je vais essayer de trouver un modèle qui fit ces données-là. Mais je connais ma réponse. Je vais pouvoir voir si j'étais bonne ou pas dans mon modèle. Alors, je fais avec, bon, j'ai 20 points, puis j'essaye 2 modèles différents. Un polynôme de degré 11, un polynôme de degré 16. Donc, ça, c'est un x0 plus x à la 1 avec un coefficient plus x à la un coefficient fois x à la 2 plus un coefficient fois x à la 3, etc. Ça devient une grosse équation jusqu'à x à la 11. Puis l'autre, c'est jusqu'à x à la 16. Fait que là, c'est encore plus complexe. Là, fait que j'aurais fité encore mieux. Puis dans les 2 cas, c'est pas extra. Puis quand on regarde par rapport à la réponse, hein, ma courbe noire, ce n'est pas le fit du siècle. Puis les 2 modèles ne se ressemblent pas tant que ça.
Maintenant, si je prends 10 fois plus de données, les deux modèles performent de la même façon, performent bien. Fait que finalement, ce qu'on réalise avec ça, c'est que ça a été plus important d'avoir beaucoup de données que d'avoir un modèle plus complexe. Hein? C'est comme tantôt, là, avec plus on a de couches, plus on peut faire quelque chose, on a un réseau profond, puis plus on peut faire une tâche compliquée. C'est vrai, mais ça prend d'abord beaucoup de données. Ça, c'est encore plus payant. Fait que travaillons sur nos données. C'est compliqué de toute façon de travailler sur les architectures. C'est pas tout le monde qui comprend bien les maths en arrière puis de jouer là-dedans. Il y a déjà beaucoup des beaux modèles qui existent, assez, hein, qui ont été bien faits pour nous. Commençons, on peut les prendre tels quels, mais jouons sur nos données. Donc, avoir plus de données, diversifier, puis bien annoter. Puis, tu as développé, puis avec le temps, quand on travaille là-dedans, on se développe des outils pour améliorer, des outils pour visualiser nos données, nos résultats, voir, OK, montre-moi ceux pour lesquels j'ai eu des erreurs. Puis, OK, pour voir, ah, mon Dieu, c'est vrai, je n'ai pas pensé, j'ai le camion de pompier, je n'ai pas dans mon ensemble d'entraînement, il doit trouver ça bizarre, mais quand je lui montre un camion de pompier, je comprends. Puis, des outils pour visualiser. Il y a des outils aussi pour faire ce qu'on appelle du data augmentation. Donc, je prends la même image, puis j'ajoute du bruit, je la flippe, je la stretch, je la mets en noir et blanc. Je parle de la même image. Comme ça, c'est comme si je me créais plus de données avec cette même données-là. Donc, je multiplie les données. On appelle ça du data augmentation. Puis, on peut faire aussi ce qu'on appelle du transfer learning. Tantôt, je vais vous montrer une petite explication. Je vais tenter de vous expliquer un peu le transfer learning. Mais quand je disais des outils, par exemple, ça, c'est un outil chez nous. Je dis, par exemple, montre-moi les plaques que j'ai polluées pour lesquelles j'ai eu une erreur. Puis là, je peux voir celle-là. Puis là, je peux voir où est-ce que ça a mal été. C'est ça, ce genre d'outil-là. Là, je peux visualiser ici. Hein, j'ai un détecteur de véhicule. La réponse est en vert, puis ma prédiction est en rouge. Puis là, je vois laquelle j'ai raté. OK, j'ai un faux positif. Hein, j'ai un rectangle rouge qui est tout seul. Il n'y avait pas de véhicule. Là. OK, tu vois que j'ai un faux positif. Là. OK. Maintenant, le transfer learning, à quoi ça correspond? Bien, on peut avoir un réseau qui a été entraîné avec beaucoup de données, qui a été bon à apprendre des features. Mais il n'a pas été nécessairement entraîné exactement pour les mêmes classes. On l'appelle, lui, le réseau parent. Puis on va essayer de prendre ces connaissances puis les transférer à un réseau enfant. Alors, notre réseau, il y a plusieurs couches. Donc, les premières couches vont être comme gelées, puis ça reste le réseau. C'est le réseau parent qui lui a donné. Puis on va juste rentraîner les couches supérieures. Ça devient le réseau enfant. Puis on rentraîne avec nos nouvelles données. Fait qu'on a un réseau qui a été entraîné avec beaucoup d'images, des voitures, toutes sortes d'images. Mais après ça, je rentraîne avec des véhicules, avec des bateaux. Puis il y a déjà... Donc, la connaissance, il a appris à reconnaître des objets différents. Il y a beaucoup de features dans les autres, avec le premier set de données que j'avais. Maintenant, j'ai des nouvelles classes, mais même si j'ai moins d'images de bateaux et d'avions et tout ça, il va être capable d'utiliser ça. Alors, des conseils. Alors, très basique, les conseils, toujours sur les données, parce que c'est là qu'on est capable d'agir plus facilement. Assurez-vous que vos données sont représentatives. Hein. Si j'entraîne un réseau qui veut classifier des oiseaux, bien, c'est sûr que si je lui montre, puis ma base de données, c'est les oiseaux d'Amérique du Nord, puis c'est sûr que si je lui montre une autruche, ça se peut qu'il soit moins performant. De la même façon, ici, on a fait ça, c'est une blague que quelqu'un, sa copine vient de voir avec son chien, puis on lui a mis une plaque, et le réseau, notre détecteur de véhicules, il a dit, bon, il y a un véhicule là. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'il a pris ça un peu comme une moto parce qu'il y avait une plaque, puis quelqu'un au-dessus.
Alors, évidemment, manifestement, probablement qu'on a aussi une classe qui s'appelle les other, les unknown. Ben, peut-être qu'on pourrait mettre des piétons dedans pour montrer que ce n'est pas des véhicules, ça. Évidemment, mon classifieur de véhicules, il n'a peut-être pas vu tant de déneigeuses que ça. De la même façon, ben, une auto qui s'est faite remorquer, là, ben, c'est la remorqueuse qu'on voudrait qu'il détecte ou le véhicule, ce n'est pas clair. Alors, mais c'est ça que dans mon assiette d'entraînement, il n'y a pas ça. Une autre chose, les annotations. Là, je fais une blague ici, là, si je n'ai pas les bonnes annotations, puis là, je montre des couleurs qui ne fitent pas avec les bords, mais c'est toujours comme ça chez nous. On valide les annotations, puis c'est régulier qu'on voit un véhicule qui est malade. Ce n'est pas tout à fait la bonne classe. Certains annotateurs n'ont pas compris exactement c'est quoi la différence entre un sédan et un hatchback ou je ne sais pas. Donc, il faut leur dire, puis corriger cette annotation-là. Ça va être vrai de tous les classifieurs ou de tous les réseaux, les données. Il peut toujours avoir des données, quel que soit votre réseau. Ça se peut qu'il y ait des erreurs. Quand vous commencez à ramasser vos données, puis vous mettez vos labels, bien, ça se peut qu'il y ait des erreurs. Il faut essayer d'avoir des outils pour réannoter puis corriger. Il faut avoir des classes qu'on appelle balancées. Hein. Si je classifie des animaux, puis j'ai beaucoup d'oiseaux, beaucoup de chats et beaucoup de chiens, mais juste un cheval, c'est ça, pas balancé. Hein. Ça arrive toujours parce que, je ne sais pas, mon classifieur de véhicules, j'ai beaucoup moins de motos que les autres sortes de véhicules. C'est sûr qu'on vit toujours avec ça. Alors, on fait nos affaires d'augmentation, puis on essaie d'améliorer ça. Et on court après les motos. Okay. Une autre chose, assurez-vous que vos classes sont séparables, hein, qu'il y a vraiment quelque chose qui les distingue, qui les caractérise. Et si vous avez deux jumeaux, si vous essayez d'apprendre votre réseau, essaie d'identifier de personnes, essaie d'apprendre la différence entre les deux, il va juste apprendre que Louis un chandail vert, puis Jean un pyjama bleu, avec du bleu, puis c'est tout ce qu'il va apprendre. Le lendemain, si vous switchez les pyjamas, c'est fini, là, il va se tromper de bébé. Ils ne sont pas séparables, ces deux bébés-là, à moins de très bien les connaître. J'imagine les parents peuvent probablement, mais nous, on peut pas. Donc, ça, ce n'est pas des classes séparables. Une autre chose qu'on peut faire, il faut valider ce qu'on fait avec des experts. Si nous, avec les véhicules, bien, des gens qui connaissent les véhicules. Si vous êtes dans le monde du sport, hein, avec votre équipe sportive, validez avec des gens qui connaissent les sports. Vous voulez engager votre administrateur, bien, des gens de RH, vous voulez les désigner le meilleur personnage possible dans un jeu vidéo, bien, validez avec des gens qui travaillent dans le milieu du jeu vidéo, qui jouent à des jeux vidéo. En conclusion, quand on fait des réseaux neuronaux avec le temps, quand on devient des experts là-dedans, on finit par passer au moins autant de temps sur nos ensembles de données d'entraînement que sur les modèles. Au moins si ce n'est pas plus. Fait que les données, c'est là où ça fait une grosse différence, la qualité de nos réseaux. C'est une façon de plus facilement, sans être obligé de rentrer dans des masses compliquées, d'améliorer les performances d'un réseau neuronal. On veut qu'il soit des images représentatives, des bonnes annotations. Puis on valide. On valide avec des experts, avec des outils. On visualise nos résultats. Ça fait le tour de ma présentation. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup. Does anyone have any questions about the content or just general questions that you ask Paul?
Okay, so we're going to go to the technical activity portion of this workshop. If you do have any questions for us or for Paul about any of the topics she talked about today, feel free to ask in the chat or at any time during this workshop. And now we'll pass over the control of the meeting to Marsara to explain the coding. We actually have a question. Jocelyne, elle demande combien de temps ça prend pour la collecte des données? Ben ça, c'est un never-ending story, la collecte des données. on commence par un petit ensemble, on fait un premier entraînement, puis là, on se rend compte, OK, là, je suis faible à tel endroit, je devrais avoir plus d'images de soir. OK, je vais en chercher plus. Puis on se donne on peut se donner aussi des attentes de performance. Je vais être capable, j'ai un set de validation, il faut que je sois capable de faire 90% de bonne classification avec ce set-là. Quand on l'atteint, on peut dire, OK, ben là, j'en ai assez. C'est à nous de déterminer. Le combien de temps, il va dépendre de nos attentes, je dirais. Là. Merci. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, comme Justine, dans le chat. Sinon, on va passer à l'activité technique. Jean-Vie, est-ce que tu peux partager le lien? On va vous partager un lien dans quelques secondes. We're going to share you a link in a few seconds in the chat. So you'll want to open it and I'll guide you through what we have to do. Just gonna share my screen. Donc, le lien est dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus et je vais vous expliquer l'activité. Are we able to see my screen? Yes, we can. Okay, perfect. So during the technical activity, we'll be taking little breaks to check in that you guys are at the same spot as Marsara as she works on the activity. A good way to let us know that you're not falling behind is by reacting with a thumbs up. If you are a couple steps behind, just write it in the chat and one of us will help you out with that. And feel free to also ask your question out loud, and it might even be a question someone else in the meeting also has. All right, so the link you've just gotten is a Google Drive folder. You want to open the instructions and download the file called the CWM activity. You can do this by clicking on the 3 buttons here and clicking download. Donc, le lien que vous avez reçu vous mène à un dossier Google Drive. Vous allez ouvrir les instructions en double-cliquant dessus et télécharger le fichier ici en cliquant ici. Une fois que c'est fait, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre un thumbs up dans les réactions? Je n'ai pas compris. Hein. Ah, OK. Est-ce que vous avez cliqué sur le lien dans le chat? Je n'ai pas encore cliqué. Ah, OK. Ouvrez le lien qu'on a envoyé. Oui. Et ça va vous mener dans un Google Drive comme ça. Oui. Et vous allez pouvoir ouvrir les instructions, juste double-cliquer sur le fichier. Et puis, télécharger le deuxième ici, CWM Activity, en cliquant sur les 3 points en haut et télécharger ou download. Does anyone... C'est à quel niveau? Est-ce que vous avez réussi? Oui. J'ai cliqué sur le lien. OK. Et là, vous pouvez ouvrir le fichier qui s'appelle Instructions et télécharger le deuxième. Le fichier qui s'appelle CWM Activity.
Quel fichier? Testing data? Non, non, celui qui s'appelle CWM Activity. Oui. Je fais double-clic. Oui, pour le télécharger. Télécharger. Is anyone else having trouble or is it okay? Okay, for now, I'll do as if it's okay. So, dans les instructions, il y a un lien ici qui s'appelle, il y a un lien ici, vous pouvez simplement l'ouvrir. Ça va vous mener à une page Teachable Machine. So, in the instructions, there's a link here. Simply click on it and it will lead you to a page looking like this. Once it's done, once again, please put a thumbs up in the reactions. Marsara, do you want to show how to change the languages on Teachable Machines? Oh, yeah, for sure. Just move une fois que vous êtes ici sur la page Teachable Machine, si vous voulez Teachable Machine en français, vous allez aller en bas de la page à droite, il y a une langue ici. Vous pouvez cliquer et sélectionner la langue que vous préférez. So if you want to change the language of Teachable Machine, on the bottom right, there's a selector you can click to choose the language you want. I'll leave it in French, but you can put the language you want. So, is everyone good? Is anyone having problems? Please say it or put it in the chat. If not, I'm gonna continue. We're almost there. We're almost done with setting up. So on Teachable Machine, you're gonna click on the top left. Il y a 3 lignes, the 3 lines here. Et vous allez sélectionner télécharger le projet, ouvrir le projet à partir du fichier. In English, it should be open the project from a file. So you can click on this, and then you're gonna select the activity you just downloaded, so CWM activity. Donc, vous allez sélectionner le fichier que vous venez de télécharger qui s'appelle CWM activity et cliquez sur ouvrir. Then you click on open and you should get something like this. Once you're done, please put a thumbs up. Marsara, for anyone having issues with downloading the activity, do you want to show a way to manually upload an image? Oh, yeah. Okay. I'm gonna... Okay, yeah. Well, you could... I'll have to download the images, like all of them one by one, and send them to the person. Could you do this, please? Oui, c'est sur Google Drive dans Testing Data. All of them? Oui. Okay, perfect. All right. So if you're having trouble downloading the activity, you can go into Testing Data, go back to the folder, double click on the Testing Data folder, and you'll see a couple of pictures here. You can download all of them. By clicking download, like this. Oh no, that's a single picture. Is it better to download the folder
and then unzip it. Oh no, you can download all of them like this. Yes, So, that will download as a zipped folder. okay. You could also take screenshots from Google to populate your own data set as well. Yes. So just on Teachable Machine. I'll show you guys how Teachable Machine works. So then you'll better understand like how to use the data. So once you have this, you'll notice that we have 6 classes. Donc, on a 6 classes, and in each of them, we have 5 images. Donc, dans chaque classe, on a 5 images. 5 images qui représentent chacune un type de véhicule différent. So each image represents a different type of vehicle. We have sedans, on a des berlines, SUVs, pickups, trucks, des camions, bikes, des vélos, and motorcycles, des motos. And basically, the goal of the activity is to train an AI model who's going to be able to recognize cars, vehicles, and classify them in the correct class. Donc, le but de l'activité, ça va être d'entraîner un modèle d'IA qui va être capable de reconnaître les différents véhicules sur la route et de pouvoir les classifier dans la bonne classe. Donc, si on démarre le modèle qu'on a déjà ici, qui va bon et qu'on va vouloir améliorer, donc en cliquant, vous pouvez le faire en cliquant sur ici dans la catégorie entraînement. I think in English it should be training. Vous pouvez cliquer sur entraîner un modèle, train the model, and we're going to have to wait a little bit and specifically not to change the tab for it to do its job. And here we have our trained model. And let's say we go on Google and we Google a sedan. And then we download the picture, for example, this one. Enregistrer image. Let's go back here. And here you want to change, if you see there's webcam, ici à webcam, vous allez changer pour fichier. So change it to file and click on the first button here and upload. I'm gonna upload the picture I just downloaded to show you what it does. Where is it? I don't think I downloaded it properly. I'm gonna try again. I don't know why it's not downloading. I'm gonna try another picture. Okay, so here I have a picture that I took from the internet. And if we look down and see what the model thinks it is, donc si on regarde qu'est-ce que le modèle pense que l'image est, on voit qu'à 50%, il pense que c'est une berline. So 50% he thinks it's a sedan, but 40% he thinks it's an SUV. And this is, and we have here 10% he thinks that it's a pickup truck. So this is a bad result because obviously it's a sedan, but we don't want the AI model to think it's something else. Donc, on veut pas que le modèle d'IA pense que ce soit une autre voiture que la berline, mais on voit que au moins 50% de son hypothèse est mauvaise. Et je sais pas si vous seriez capable de voir un peu pourquoi on obtient un résultat comme ça. Est-ce que quelqu'un aurait une hypothèse?
en regardant les données d'entraînement qu'on a mis, est-ce que vous voyez quelque chose qui... the first one, class 1. Oh yeah, one thing you can do is rename the classes as follows. So SUV, pickup, we have truck, bike, recycle. So yeah, does anyone know why, if you look at, for example, if you compare the data between the sedan and the SUV, pourquoi est-ce que le modèle d'IA serait un peu mélangé par rapport à l'image qu'on a mis ici? Ah, Jessie? Bah, parce qu'ils n'ont pas le même point de vue, genre. Ouais, c'est ça. Donc, comme on peut voir, les images de sédan et de SUV sont vraiment similaires. Elles sont toutes de face. Et on n'est pas vraiment capable de voir la différence entre un SUV et un sédan. Donc, la solution ici, ce serait... Est-ce que quelqu'un sait ce serait quoi la solution? Question encore. Moi? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le modèle à cause du problème? Diversifier les images. C'est ça. Donc, pour faire ça, la solution, c'est on va téléverser des images dans les classes, des images plus diversifiées de d'autres points de vue des voitures. Donc, par exemple, ici, on a une en diagonale. On peut télécharger l'image. Et dans notre modèle, on va venir ici dans la classe sedan. So we're going to go in the sedan class, importer, and click to upload the image. Donc, on va téléverser l'image qu'on vient de télécharger. On peut essayer de voir si cette seule image a fait une différence. Donc, on peut essayer de réentraîner le modèle et tester avec le même véhicule qu'on a. Avec le même véhicule qu'on avait avant. Donc, je vais changer. OK, donc là, on peut voir qu'il y a une nette amélioration. Là, le modèle reconnaît le sédan à 91% et les autres à beaucoup moins de pourcents, ce qui est vraiment mieux. Donc, on peut voir que la solution de Casey, qui était déjà de diversifier les points de vue des voitures dans nos données, était déjà très bien. Et donc, c'est ça va être ça le but, dans le fond, de l'activité. That's going to be the goal of the activity. To just go on Google Image, find data about the vehicles, try to diversify the data we have in the classes. Donc, essayer de diversifier les données qu'on a dans les classes pour améliorer le modèle, pour qu'il soit capable de détecter de manière plus précise et plus exacte d'autres véhicules qu'on aurait à lui montrer. Je ne sais pas si c'est clair, si vous avez des questions, mais... Yeah. Sava, can you just go through one more time how you could upload an image? Oh, yes. So, to upload an image, on va dire qu'on veut upload une image de pick-up. Oh. That's cool. OK. On va dire qu'on veut télécharger une image de pick-up. Donc, on va aller dans la classe pick-up, cliquer sur importer or import in English, I think. And click on the first button here. Donc, on va cliquer sur le premier bouton ici. Et
dans nos fichiers, on va choisir l'image qu'on veut téléverser et le chargement est fait. Et une fois qu'on a fini de téléverser nos images, on va cliquer ici au milieu sur « Entraîner le modèle »,« Train the model ». I'm going to wait a bit and not switch tabs. And then here we'll be able to test with our data. On va sélectionner fichier. Et pour tester, on peut sélectionner un fichier d'image et voir qu'est-ce que ça donne. Does anyone have questions? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on va vous laisser jusqu'à environ une quinzaine de minutes, 15 minutes, donc peut-être jusqu'à 20 heures pour essayer d'améliorer le modèle, diversifier les données et à la fin, peut-être que quelqu'un peut pourra présenter son modèle. Before we give you that time, we'll just show you what's next with Code With Me and just call Paul back one more time to ask if there's any questions. And then we'll have the workshop open for you guys to ask any questions as you guys work on the coding activity. So I'll start by sharing my screen. Okay. Well, thank you all for joining this Code With Me AI workshop. We hope you were able to learn a lot from Paul and Marzaka's coding activity. We do have more Code With Me AI workshops lined up for the rest of the year. Our next one will be in May, hosted by one of our former Technovation mentors, Stefania Percore. If you would like to learn more about AI, on our website and on our social media, we post AI facts. So those are little information capsules on AI. And finally, if you'd like to learn more about Technovation Montreal, our website is on display on the slideshow, and you can follow our social medias. And another huge, huge thank you to Paul for hosting such an amazing workshop. Yes, so merci tout le monde pour avoir participé à cet atelier d'intégration IA qui a été donné par Paul. J'espère que vous avez trouvé sa présentation très intéressante. C'était vraiment intéressant. Et un gros merci à elle. On a un prochain atelier qui s'en vient en mai, qui a été donné par une de nos anciennes mentors. Donc, restez à l'affût sur ça, sur nos réseaux sociaux pour connaître la date et pour pouvoir vous inscrire. Et si vous voulez en savoir plus sur l'IA, on a une série qui s'appelle Des faits sur l'IA que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux, sur Instagram ou sur notre site web, ce qui vous permettra d'en apprendre plus sur divers aspects de l'intelligence artificielle. Et finalement, pour en savoir plus sur nos autres programmes et pour rester à l'affût de nos prochaines activités, on vous invite à visiter notre site web et à vous abonner à nos réseaux sociaux. Merci encore à Paul pour cet atelier. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup. Au revoir, ma Sarah, puis au revoir, Geneviève. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Thank you. Thank you. Bye.